C'est les générations. Vous avez donc quelques notes encore de Jean-Jacques Loubello. Je vous demandais donc en direct de la radio de la communauté. Vous écoutez Congo Live sur www.com. L'invité de ce journal de la communauté vient sur ces images. Vous avez donc Wabaluku, voilà, Adrien Wabaluku, qui est le président de la Convention des démocrates indépendants, voilà, en sigle CDI. Alors, bonsoir, monsieur Wabaluku. Bonsoir, monsieur Jean-Lewis, je suis à vous. Voilà, vous avez donc sur ce gros plan, monsieur Wabaluku, président, je le rappelle, de la Convention des démocrates indépendants, CDI. Alors, vous savez que monsieur Wabaluku est également économiste et c'est à ce titre que nous l'invitons à ce journal de la communauté. Monsieur Wabaluku, je rappelle que vous avez récemment publié une vidéo à travers laquelle vous parlez des problèmes économiques du Congo-Brazzaville, notamment vous revenez sur la revue de, du FMI, récente revue bien sûr, au Congo-Brazzaville, et vous essayez dans un article, dans une vidéo, j'allais dire, faire des nuances entre rééchelonnement et annulation de la dette. Alors, une vidéo, somme toute technique, nous allons essayer de revenir sur les aspects essentiels de cette vidéo pour la gouverne de nos auditeurs. Bienvenue à tous ceux qui sont donc connectés sur Congo Live 11, la radio de la communauté. Moi, c'est Jean Lewis. Merci à ceux qui sont connectés également sur Facebook et à ceux qui sont connectés sur notre site www.congolive11.com. Monsieur Wabaluku, vous êtes le président de la CDI. Est-ce que en quelques 45 secondes, vous pouvez ramasser l'essentiel de la philosophie ou de l'idéologie de votre mouvement? Mais nous sommes la Convention des démocrates indépendants, le premier parti congolais créé à travers les réseaux sociaux parce que la demande elle était vraiment importante. Et donc, nous sommes déclarés en France en tant qu'association politique. Bon, on devait déclarer notre parti du côté de Wessé à Popola, mais pour des raisons de sécurité, vous savez que le Congo, c'est presque Brazzaville, la place Tiananmen, les libertés fondamentales sont bafouées, et donc pour la sécurité de nos militants et de nos sympathisants, nous n'avons pas voulu, en tout cas, les afficher. En tout cas, lorsque nous passons, nous discutons inbox, hein, et donc le message de la CDI est très fluide, ça passe en tout cas de Pointe-Noire, Brazzaville, Oyo, jusqu'à dans tout le Congo. Voilà. Voilà, je voudrais que vous reveniez sur, voilà, merci, sur votre positionnement sur la place de Paris. Vous savez que ce paysage est plus ou moins confus à ce jour. Nous ne savons pas s'il y a une plateforme, nous ne connaissons pas, on vous connaît, mais comment fonctionne la CDDI dans cette dynamique de l'opposition de la diaspora, précisément en France? Quelle est la place que vous occupez sur la place de Paris, précisément? Nous sommes un parti du centre, c'est-à-dire c'est pour redresser la situation politique de notre pays, c'est-à-dire c'est donner un coup ici, c'est donner un coup là-bas pour pouvoir redresser la situation de notre pays. Donc nous sommes au centre, on va dire au centre maintenant, puisque nous sommes le seul parti d'idées, nous avons émis beaucoup d'idées, les autres reprennent, après ils procèdent ce qu'on appelle le dégagisme. Ils veulent nous dégager, nous faire avaler nos propres vomissures. Nous ne sommes pas des chiens, mais nous sommes appelés à travailler avec tous les Congolais. Voilà. Voilà, monsieur Wabaluku. Vous savez partie du centre. Voilà, c'est clair. Merci. Monsieur Wabaluku, président de la CDI, je le rappelle. Alors, récemment, vous avez publié une vidéo, on en a fait toute une vitrine sur
Congo Page, donc le journal en ligne Congo Page, qui en parle avec des commentaires. Alors, vous parlez de la revue du FMI. D'abord, de la nuance. Quels sont les termes? Donc, vous utilisez les termes de rééchelonnement et d'effacement de la dette. Est-ce que vous pouvez d'abord, dans un premier temps, discriminer ces concepts et en montrer la nuance pour la gouverne de nos auditeurs? Voilà. Une dette, c'est une créance. Après, vous avez l'économie, c'est l'ordre dans la dépense. L'ordre dans la dépense. Après, vous avez ce qu'on appelle le nerf de la guerre, le trésor, l'argent. Donc, il faut rapidement séparer l'économie à la finance. La finance, c'est du papier. L'économie, ce sont les richesses concrètes. Après, par fantaisie, on peut parler de l'emploi. Donc, notre République fonctionne par les emplois. Alors qu'il faut partir des richesses, il faut partir de l'économie pour bâtir la finance. Donc, s'il n'y a pas d'économie, il n'y a pas de finance. Je prenais un exemple il n'y a pas très longtemps pour mes apprenants. On vous donne du sable, du ciment, de l'eau. Vous ne pouvez pas bâtir une maison en une journée. Il faut laisser le temps que le ciment puisse se durcir avec le temps. Et donc, détruire, ce qui est le plus facile, un bouton, on a écrasé ce qu'on a fait. Donc, c'est ce que fait le Fonds monétaire international. Ils sont en train de déplacer des masses d'argent comme ça, fiduciairement comme ça. Je vous parlais pas de la monnaie électronique. Restons déjà sur la monnaie fiduciaire. Donc, si vous fabriquez 5 manioc, vous ne pouvez pas éditer en billets et en monnaie pour 100 manioc. Vous allez surchauffer votre économie, vous allez lancer ce qu'on appelle, on va dans le cycle inflation. C'est ce qui s'est passé chez nos frères du côté de Kinshasa. Et ils avaient la planche à billets, matin et soir, ils fabriquaient des billets en certain moment, et bien ça n'a plus marché. Donc ils sont dans cette situation-là, dans l'économie virtuelle. Il faut à un certain moment, les Congolais rentrent dans ce qu'on appelle l'économie et non la finance. Alors, pour vous résumer en un mot, de quoi s'est-il précisément agi? De l'effacement ou du rééchelonnement de la dette? Bon, on parle du rééchelonnement de la dette, c'est-à-dire un aménagement de la dette. Vous êtes père de famille. Vous avez votre fils qui va chercher, contacter un crédit, de chercher à emprunter de l'argent, mais il n'est pas très rassurant pour le banquier, il n'est pas solvable, on va dire. Il y a des doutes sur ses revenus. Eh bien, vous embarquez votre fils, vous êtes le garant. Donc, c'est ce qui se passe avec la France. Nous, la France, c'est la France qui frappe la monnaie congolaise, c'est celle qui la garantit. Et donc, c'est pourquoi vous avez tous ces foutoirs-là, des infrastructures de bas de gamme, d'ailleurs expertisées, je dis bien, par les Français. Et jusqu'à présent, notre économie n'a fonctionné qu'avec des dons. Les 2 tours jumelles, c'est des dons. Le palais de l'Assemblée, c'est des dons. Les palais de Congrès, c'est des dons. Alors, où est passé l'argent du pétrole? Je vous pose la question, vous êtes Congolais. Et donc, c'est ça qui s'est passé au Congo. Et donc, les hommes politiques se sont enrichis au détriment, ils croyaient que ça n'allait pas se savoir. Et donc, la Chine ne joue pas les jeux aussi. Et les Français sont là à nous distribuer des médailles. Entre-temps, c'est Roga Roga, qui n'a jamais publié, en tout cas, 3 chansons en français, en bombardant des médailles. Bon, alors, les pauvres Chinois, ce sont les ouvriers du monde. Et donc, dans l'économie, quand on fabrique des richesses, vous avez les biens et les biens immatériels qu'on appelle les services. Donc, les Français font les services. Donc, ils sont tous les deux sur ce terrain congolais. Après, ils donnent la façon des Congolais. Alors, la monnaie, c'est quoi? Nous reviendrons sur cette espèce de triptyque France, Chine et Congo. Mais je voudrais d'abord m'appesantir sur le rôle du FMI parce que vous abordez la question en termes, je dirais même péjoratifs. Pensez-vous, M. Wabaluku, que pour les Africains, en fait, s'ils étaient de bons gestionnaires, la nécessité du FMI ne se poserait même pas, que ce FMI serait même sans objet. Est-ce que nous avons réellement besoin du FMI? Bien entendu, aujourd'hui, la dette, elle peut être productive. Ça dépend ce qu'on en fait de la dette. Ça fait partie de l'économie moderne. Et donc, je parlais même des critères, tout ce qu'on en fait, dont on en parlait, ce sont des jugements de valeur. On va expliquer calmement, doucement, ce jeune homme qui va avec son père aller emprunter de l'argent à la banque. Et maintenant, quand il ne peut pas, eh bien, la banque se retourne vers le parent. Le parent, soit il a 2 choix, il va essayer de renégocier le réchellement. La dette qui était sur 3 ans, on va essayer de l'étaler
sur 10 ans pour avoir un peu de l'oxygène. Ou il y a l'autre possibilité, le papa, s'il a l'argent, il peut racheter la dette. C'est ce qui s'est passé en France. Il faut qu'on suive le monde. Hein. On est dans le petit village planétaire, tout ceci est aujourd'hui en temps réel. Et c'est dommage, vous avez des économistes français qui ont pris la clé des choses, ils se sont barrés. Maintenant, ils nous proposent des sujets, Malien Wabi, ils nous proposent des sujets, je ne sais pas, la région du Poule. Alors, la région du Poule fait partie du Congo. Donc, ce sont des petits sujets. Hein. Nous sommes là. Donc, moi, je trouve que c'est des bonnes de guerre. La France n'a pas gagné le combat de la dévaluation. C'est là qu'il faut nous avoir. Nous avons fait ce qu'on appelle la politique de l'information, c'est-à-dire la communication. Donc, moi, je suis très à l'aise de cette mission du Fonds monétaire international. Les masques vont tomber parce qu'ils ne sont pas là pour prêter de l'argent. Il y a des banques qui existent à la place du monde. Et donc, comme nous sommes dans le carnet noir, c'est-à-dire au niveau des agences de cotation, et donc le Congo ne pourront plus prêter auprès de ces marchés-là, on se retrouve dans cette institution qui n'est pas traditionnellement une banque, c'est ce que disait Mme Lagarde, et donc ils ont l'argent du monde. Hein, c'est sous forme d'association, là ça ne marche pas, on va essayer, c'est même le fondement, et d'ailleurs qui a évolué du Fonds monétaire international pour prêter de l'argent. Bon, maintenant les critères, ce sont des jugements de valeur. Et au niveau de la fixe centrale, on avait dit que pour les disciplines budgétaires, il ne fallait pas que dans notre budget, hein, que notre dette dépasse 70%. Je vais vous prendre des exemples. Moi, je tiens un commerce. L'autre personne, mon congrès, tient un commerce. Moi, je peux dire que nous vendons la boîte de sardines, je ne sais pas quoi, n'importe quel produit. Je peux fixer ce qu'on appelle une règle comptable. Au bout de 3 mois, si cette marchandise ne quitte pas mon rayon, il faut le déréférencier. C'est-à-dire il faut le déclasser du stock parce qu'il va peser sur votre fiscalité de stock. Et donc, c'est ce qu'on appelle, je ne parle pas du stock dormant. Le stock dormant, il n'est pas mort. C'est-à-dire c'est comme une personne qui n'est pas morte, il vit, et il respire, il a des pensées, il a des rêves. Même à côté, vous avez la reine. Donc, quand on dit des morts, ça s'est d'exister. Donc, cette règle comptable, moi, je fixe à 3 mois. Si la marchandise n'est pas sortie de mes étagères, eh bien, l'autre gestionnaire peut fixer 6 mois. Et donc, cette affaire, vous avez le Japon, fonctionne avec une dette à plus de 200%. Donc, ce sont des jugements de valeur. Soutenabilité de la dette, c'est faux. Ce sont des règles comptables. On fixe. Et donc, le Congo s'est retrouvé dépassé les 70% qui étaient fixés dans la zone de l'Afrique centrale, à tricher. Donc, ça soit à cacher la dette. Alors, cette institution qui a la gouvernance de l'argent du monde, qui n'est pas une institution bancaire traditionnelle, qui a imposé des critères, il fallait ce qu'on appelait la bonne gouvernance, c'est-à-dire pas de l'argent sale dans l'économie, parce qu'il s'agit de l'argent du monde, de tout le monde. Alors, ces gens-là, moi, maintenant, je l'appelle, ce sont pas des technocrates, ce sont des fondamentalistes, et d'un coup, ils ont basculé, ce sont des extrémistes. Ils n'ont aucune légitimité parce qu'on ne sait pas comment on devient fonctionnaire international. Vous avez un peuple qui est écrasé, non l'assistance à peu en danger, à la face du monde. Et puis d'un coup, on balaye d'un revers de main, c'est-à-dire cette rigueur, on rentre dans le laxisme. Ils ont appelé ça fake, c'est-à-dire facilité, laxisme. Alors, mais est-ce qu'il ne devrait pas avoir des mesures d'accompagnement pendant que ces choses-là, on déplore le manque de démocratie? Est-ce que, dans le même temps, les gens qui souffrent n'ont pas besoin d'être aidés? Que ce n'est pas là aussi des mesures d'accompagnement pour soulager? Les mesures d'accompagnement. Moi, je ne suis pas un démagogue. Comme les économistes, ceux qui ont pris la clé de change, ils sont barrés parce qu'ils n'ont pas d'argument. Ils nous proposent des petits sujets. Mais je trouve ça intéressant. C'est un bon sujet. Et donc, le Congo n'a pas le portefeuille. Nous faisons de l'économie et encore économie. Ils ne créent pas des richesses. C'est des emplois qu'on fabrique. Et donc, du coup, le Chinois qui a fait des travaux avec des bas de gamme, vous avez vu que ça va poser un problème au niveau d'Imboulou. Ce n'est pas le ciment qu'il fallait. Ils ne sont pas experts en travaux publics. On a pris, je ne sais pas, les Chinois avec les Français. Ils sont combinés. Les autres, ce sont pour les biens. Et la France, l'expertise, ce sont des services. Et donc, on s'est fait avoir à ce niveau-là. Et bon, puisqu'il y a la dette, nous ne sommes pas le garant, nous n'avons pas le portefeuille. Eh bien, le CFA est garanti par la France. Eh bien, ils sont embarqués au niveau du Trésor public, c'est-à-dire de la France,
qu'on leur paie leurs dettes. C'est ça qui s'est passé. Bon. Monsieur Ouabalougou, j'ai une question de curiosité. Qu'est-ce qui pose problème dans le cadre de la résolution de cette dette? Est-ce les problèmes financiers de monnaie que vous évoquez ou la sincérité, le manque de sérieux des dirigeants ou encore les méthodes du FMI? Il y a là trois choses sur lesquelles je vous demande de réagir. Allez réagir. Bon, vous avez un grenier. Vous gardez la semence dans votre grenier. Vous allez mettre des coques là-dedans. Et donc, M. Sassou n'est pas la personne pour gérer cette affaire. Donc, c'est tout à fait normal. On n'est pas dans la démagogie. Il n'y avait pas d'autre solution. Il fallait faire cet aménagement parce que notre peuple souffre, mais pas de cette manière-là. Donc, c'est vulgaire. On est passé de la rigueur au laxisme. C'est ce que j'ai appelé les tonneaux des Danaïdes. Alors qu'il fallait colmater la brèche. Colmater, ça veut dire que vous avez un tonneau, vous mettez l'eau, à l'infini, ça sort parce qu'il y a un trou de l'autre côté. Donc, il faut colmater la brèche, c'est-à-dire qu'on devait passer par un dialogue national pour remettre le Congo au niveau des concerts des nations. Parce que nous n'y sommes plus. On a quitté la civilisation, on est dans la sauvagerie. J'ai vu des reportages à l'hôpital, des bébés qui sont 5 dans un lit, ils viennent chercher le matériel médical que les Français jettent par la fenêtre. Alors, ce n'est pas sérieux. Pour un pays qui a du pétrole, pour un pays qui a du bois, vous avez, pendant 40 ans, ce sont les mêmes qui sortent, on prend les mêmes, on recommence. Donc, ce que j'ai appelé cette rhétorique de Denis Sassou Nguesso, une école, un champ, une école. Donc, on tourne en rond. Et je n'ai pas l'habitude de départ sur les personnes. Et comme le disait Jules Romain, moi, je suis au niveau des principes. Donc, je pense qu'il faut savoir quitter les choses avant que les choses ne vous quittent. Donc, M. Sassou Nguesso, je pense qu'il élève des vaches là-bas, à un certain moment, et toutes les générations passées, il faut qu'il pense à la main tendue. Le Congo n'est pas un royaume. Alors, parlons maintenant de ce qui tient le pays. La voûte, c'est la Constitution. Alors, vous êtes Congolais, je n'arrête pas d'interroger les juristes qui sont venus m'insulter sur Internet TV, qu'ils étaient des bons juristes, mais ils sont incapables de dire aux Congolais et à la face du monde qu'une constitution se vote par voie directe, c'est-à-dire le souverain, le peuple, ou bien au niveau du Congrès de l'Assemblée. Ça ne s'est pas fait comme ça. Ça se réveille un matin, il a promulgué la loi, et c'est pourquoi vous avez cette énormité juridique. L'article 96, ça sous en roue libre, et c'est-à-dire que impunité totale intégrale. Et donc, ça ne tient pas la route, ça ne tient pas debout. Et donc, si on ne vote pas une constitution, c'est la clé de la voûte d'une république. Donc, nous sommes dans un non-État, c'est-à-dire que le pouvoir de Sassou est illégal. C'est ça qu'il fallait démontrer. Non seulement qu'il est illégal. Alors, comment finalement expliquez-vous le fait? Attendez, monsieur, je vais compléter d'un mot. Non seulement qu'il est illégal, il est illégitime parce qu'on a fait des Congolais des demi-citoyens. C'est-à-dire qu'ils sont électeurs, ils ne peuvent pas être éligibles parce que si vous mettez la barre financière à 1,5 million pour ces fonctionnaires ou ces gens qui travaillent au Congo, qui ont un retard de salaire de 20 mois. En France, on n'est pas en retard parce qu'il s'agit de la France. On ne va pas de la France et du Congo. En France, on n'est pas en retard parce qu'on a blâmé les étudiants de Cuba, mais ils vont affamer la pointe d'oreille. Qui peut supporter 20 mois, 27 mois de retard de salaire? En France, on n'est même pas à 12 mois de salaire. Il y a des entreprises comme Total qui viennent exploiter chez nous, qui ont 15 et 16 mois de salaire. Et qui ne payent même pas l'impôt, ils trafiquent en Europe. On ne sait même pas, le siège est ici, ils sont en Pologne, on ne sait même pas où ils sont. C'est des petites entreprises en France qui se battent, au moins, auprès du fisc. C'est ça la vérité. Et donc, ils se sont adressés, j'ai parlé de ces fils qui ne peuvent plus payer sa dette, et donc, nous ne gérons pas le portefeuille, ce sont les Français qui gèrent ce portefeuille-là, ils se sont adressés à la France. Donc, dans cet argent, dans cet arrangement, dans ce qu'on appelait cette facilité-là, les entreprises chinoises seront payées, les entreprises françaises seront payées, et d'autres qui nous devons de l'argent, et puis ça va se passer ça. Mais ça, ce n'est pas de l'économie, ça, c'est l'économie papier. C'est ce que j'ai donné l'exemple tout à l'heure. Il faut rentrer dans l'économie réelle. Et c'est le travail qui produit les richesses et non les emplois. C'est-à-dire qu'il faut fabriquer. Vous fabriquez 10 maniocs, vous ne pouvez pas sortir l'argent des titres professionnels en billets et en monnaie. Je parle de la monnaie fiduciaire.
On ne peut pas sortir pour 10 manioc, autant d'argent, c'est-à-dire pour 100 manioc. Ça va surchauffer votre économie, ça va créer l'inflation, et c'est ça qui s'est passé de l'autre côté, de nos frères de Kinshasa. Ils avaient la planche à billets, matin et soir, on fabrique les billets, on ne produit pas. Vous êtes dans le désert, vous avez soif. Est-ce que vous avez besoin d'argent? Non. Voilà. Je rappelle que nous sommes au journal de la communauté avec pour invité M. Adrien Ouabaloku, qui est membre de la communauté congolaise de France et qui est président de la Convention des démocrates indépendants de France, bien sûr. Alors, monsieur, je tentais de vous arrêter parce que j'ai une question qui m'est venue à l'esprit. Comment expliquer donc le fait que malgré l'illégalité du pouvoir dont vous parlez, le FMI s'obstine à négocier avec le Congo? Comment expliquer cela? C'est ce que je dis. Est-ce qu'ils le font pour leurs propres intérêts, finalement, pour engraisser les contributeurs? Au fond, voilà, ils ne sont pas une banque traditionnelle. C'est une institution, en tout cas spécialisée de l'ONU. J'aurais aimé que ces fonctionnaires-là, je ne sais pas comment on fait pour devenir fonctionnaire, en tout cas des FMI ou des Nations Unies. Alors, donc, ça reste flou. Ça reste flou. Ils n'ont aucune légitimité. Ils n'en ont même pas plus que le peuple congolais. Et tout le monde voit qu'un peuple qui vacille des années, vous avez le pétrole, le bois, membre de l'OPEP, et puis être la dernière économie du monde. Donc, c'est ce que j'appelle l'encouragement dans le modèle automobile en France. Lorsqu'on veut vendre des véhicules neufs, eh bien, on récupère les véhicules, les vieux véhicules. C'est ce qu'on appelle la prime à la casse. C'est-à-dire, on lui donne la prime à la casse. C'est ça que ça veut dire. Et ce n'est pas normal. Et il faut, pour repartir, pour revenir du Conseil des Nations, en tout cas, le Congo a besoin d'un dialogue national inclusif pour aider cette société du Congo. Nous reviendrons sur les questions dans la fin de... La soutenabilité de la dette, c'est un jugement de valeur. Le Japon fonctionne avec une dette de 100%, ce n'est pas le problème. C'est un critère comptable. Je vous ai dit que le comptable il dit à 3 mois, moi, si la marchandise n'est pas sortie, je déclasse le produit pour que ça ne pèse pas sur ma fiscalité. Et l'autre, il dira 6 mois. Alors, pourquoi le Japon aurait, c'est vrai, ils ont une possibilité, une capacité de produire, ils savent fabriquer, ils savent créer des richesses. Et donc, ils tournent même à 240% de dette. C'est-à-dire le PIB, la dette qu'ils ont. Alors, le Congo, on a dit, dans la zone CFA, 70%, on a manqué de discipline budgétaire, on s'est retrouvé à cacher la dette. Bon, plus loin. Alors, expliquez-moi, monsieur Louis, dans la même zone, j'ai regardé ma carte avant de venir dans votre émission, le Tchad fait frontière avec le Niger. Frontière, j'ai dit, mais terrestre. En vous, qu'est-ce qu'on appelle un champ magnétique? Que le même CFA qui est au Tchad, c'est-à-dire qu'il ne peut pas aller faire de courses au Niger alors qu'ils sont en France. On a fini avec le fonds belge, on avait fini avec les fonds français, les Dutchmark. Ils ont fait là, ils ont créé l'euro. Et donc, il n'y a pas d'euro pour la Belgique, il n'y a pas d'euro pour la Pologne. Et c'est ce qui ne se passe chez nous. La monnaie n'est pas déjà convertie, ça pose un gros souci. Et donc, c'est au Niger à la frontière. Il faut être des plus bêtes de la terre. Vous êtes à la frontière. Et vous ne pouvez pas rentrer au Niger avec la même monnaie. Et lorsque vous créez deux monnaies, c'est-à-dire que vous avez créé la concurrence. C'est ce qui s'est passé entre le chemin de fer congo-océan et le chemin de fer gabonais. C'est vrai. Il y avait le standard africain qui existait, 1,067 m. Après, les mêmes experts du FMI, du Fonds monétaire international, ils ont débarqué chez M. Bongo. Ils ont dit, ce train-là, ce n'est pas un train de gabarit, prenez le chemin de fer à 1,40 m. Alors, donc là, on a suivi le chemin inverse du critère de Maastricht. Lorsqu'on a créé ce marché européen, on a commencé par l'économie. Le chemin de fer, il fallait les mettre aux mêmes normes que ceux des Français, que le train parte du Portugal jusqu'en France et puis dans toute l'Europe. Alors que nous, comme nous n'avons pas plus le même écartement, ça crée ce qu'on appelle une rupture de charge. Ça crée une concurrence. Et donc, cette partie des manganèses qui favorisait quand même le Congo, on avait ce monopole avec cette ligne-là. Alors, ils ont créé la concurrence. Et donc, c'est ça l'économie.
connaître les mécanismes, les circuits logistiques, il faut connaître les circuits financiers et puis les circuits économiques. Nous ne les mettons pas. C'est ça le problème. Voilà, nous Et donc, nous ne revenons, sommes pas responsables de la monsieur, situation du Congo. Hein. C'est à la monsieur, France. Hein. D'ailleurs, nous avons eu l'appui de l'Italie qui a dit mais il faut qu'on arrête un peu avec cette sauvagerie, ce colonialisme un peu idiot. Et c'est ça qui fait que nous avons la frontière commune, la Méditerranée. C'est la France qui va faire un peu plus de conneries que nous autres, parce que aussi les Italiens, ils ont aussi des pétroles, le paragip. Je ne sais pas comment ils ont débaptisé leur société, mais c'est trop. Ils ont dit, nos amis français, nos frères, ce que vous faites n'est pas bon. Après, il faut qu'on se partage ces flux migratoires. La mer, vous connaissez, non? La Méditerranée, nous avons la mer commune. Alors, quand on a vu un peu cette tragédie, ils ont enlevé la voix, et sauf que vous avez des juristes congolais, des économistes congolais qui prennent la clé, hein, ils se barrent dans les champs. Et ce n'est pas normal. On a encore eu l'appui, ce que j'ai dit, ça a été vérifié, sur le gouvernement. Et quelques ministres du gouvernement allemand, ils ont dit, mais votre CFA-là, ça ne va pas. C'est de l'argent, c'est de l'argent qu'on peut utiliser. Parce que l'argent est dans le compte, je ne sais pas numéro combien, au niveau du trésor public. Alors, ça peut favoriser hein, qu'on paye les allocations ici. Vous comprenez ce que je dis? Et ça, ce sont les Allemands qui se sont plaints. Alors, nous avons l'appui de l'Italie, nous avons l'appui de l'Allemagne, vous avez cette élite-là, soit elle est trop formée, c'est un peu la loi du tout rien. Voilà, c'est ça qui se passe. Donc, je n'ai pas, vraiment, je ne m'attaque pas aux personnes. Je pense qu'à un certain moment, hein, il faut aimer son pays et je demande à Denis Sassou Nguesso de remettre la balle au centre. C'est-à-dire passer par le dialogue, le vrai dialogue, pas celui de Tonton Mbéry. On n'en veut pas. C'est du voilà, monsieur Obaluku, on semble un peu aller dans tous les sens. Je voudrais un peu revenir sur l'essentiel très vite en besogne. De notre propos. Vous parlez dans votre vidéo, vous montrez la France comme étant responsable en train de manigancer avec la Chine, donc contribuant au pillage de nos ressources. Alors pourquoi, question de curiosité encore, pourquoi la France, étant responsable de la situation, n'a-t-elle pas décidé de racheter cette dette-là? Pourquoi ne l'a-t-elle pas rachetée? Pourquoi la France a-t-elle laissé faire? Mais justement, la France devait contrôler. Hein, vous êtes parti avec votre fils à la banque, contracter une dette, mais vous devez surveiller la gestion de votre fils. Alors, si vous ne la sauvez pas, est-ce que c'est la banque qui viendra vous dire hein, de faire ce que vous avez à faire? C'est une obligation. Une dette, ça se rembourse. Alors maintenant, si vous gérez très mal votre dette, est-ce que c'est le problème du banquier? Pas du tout. Est-ce que ce n'est pas parce que les Congolais s'en sont remis aux Chinois et que la plus grande part, donc le tiers de cette dette est chinoise? Non, c'est la France qui gagne doublement. C'est-à-dire, si vous observez ce qu'on appelle le circuit logistique, hein, vous avez en amont la provision, c'est-à-dire vous avez le producteur, et puis de l'autre côté, vous avez le consommateur. Donc la France est au milieu, c'est le distributeur. Et donc quand il va négocier, en tout cas les produits à l'achat, il négocie. C'est ce qu'on appelle une marge arrière. Après, quand il a fini avec le producteur, eh bien, il faut aller vers le consommateur. Il n'ira pas avec au prix d'achat. Il va ajouter la marge et donc il gagne doublement. De deux côtés, il bouffe. Donc, ce qui fait que la France et la Chine devaient être des concurrents. Ce ne sont pas des concurrents, c'est ce qu'on appelle une entente illicite. Et c'est condamné en France. Dans non, le droit, vous pensez qu'il y a nettement une complicité. complicité? La Chine est en connivence. La Chine est en connivence avec la France et c'est pas légal, c'est illicite ce qu'ils font. C'est pas réglo. La France devait se battre par des appels d'offres de construire des tours jumelles. C'est ce que ne fait pas la France. Il y a l'autre qui produit ce qu'on appelle les biens matériels et la France s'en occupe ce qu'on appelle les biens immatériels que vous appelez les services. Vous montrez, Adrien. Attendez, je vais aller. C'est une entente illicite. Dès les débats, ils sont d'accord tous les deux. Donc c'est pourquoi les Français, ils doivent expertiser ce qu'ils construisent au Congo. Ils vont expertiser ce que les Chinois nous font de bas de gamme. Et donc, il y a une connivence. Alors, à l'entrée. Adrien, vous montrez cette complicité-là entre les deux. Est-ce à dire que tout ce que nous déplorons, notamment les bâtiments qui s'écroulent, les routes et autres, les Français
en sont pour beaucoup. Donc, ils ont également cette responsabilité. Mais ils sont experts, ils sont responsables. L'expertise vient d'eux. Allez-y, je vous écoute. Vient d'eux. Et donc, vous savez, on va parler du français ce soir. Les oiseaux de même plumage, ils font quoi? Ils volent ensemble. Et la France ne se sont pas connus à Brazzaville. Ils sont au Conseil, je dis bien, de sécurité. Ils ne sont pas secrétaire général parce que la paix dans le monde est commandée par les 5 nations. Donc la France et la Chine, ils ont l'habitude de se voir au Conseil de sécurité. Ils ne sont pas connus au Congo, c'est du cinéma. La preuve, ils vont aller chercher le pétrole en Iran, les Chinois et la France. C'est ce qu'on appelle les capitaux croisés. On est dans l'internationalisation du capital. Donc il faut, à un certain moment, il faut un peu, c'est pas se voiler la face de dire les choses, parce que c'est cruel ce qui se passe au Congo. Je suis obligé de dire la vérité. La vérité doit nous affranchir. Et donc, il nous faut, au Congo, imposer un dialogue, de remettre le Congo sur les bons rails. C'est pourquoi j'ai dit que nous ne sommes pas totalement responsables. La France est responsable. C'est elle qui est au Congo, c'est elle qui a le portefeuille. Et alors, quand il y a des dérapages, et dans cet allongement de la dette, mais les entreprises françaises seront payées, les entreprises françaises et d'autres seront payées. Mais cette dette, ce n'est même pas une annulation de la dette. C'est-à-dire la Chine a pris 30% de notre dette. C'est ça qu'ils ont rallongé pour que, semble-t-il, la dette devienne soutenable. C'est un jugement de valeur parce que c'est un critère que nous avons édicté au niveau de la zone de l'Afrique centrale. Dans la discipline budgétaire, nous devons avoir resté dans les 70% de la dette. Nous avons dépassé, on est obligé de cacher la dette. Alors, quand même, le FMI, qui est une institution de l'ONU, alors qui s'amuse, ils ont dit qu'ils ne voulaient pas l'argent sale, ils ont dit pas de corruption, il faut de la bonne gouvernance, mais là, on est passé à quoi? De la rigueur, on est passé à la... Ils ont même dit, ce fameux flec-là, c'est la facilité élargie au crédit. Facilité, ça veut dire en français, laxisme et tout ce que vous pouvez dire. Et donc, on est rentré dans le laxisme. Et ce n'est pas bon. Et donc, c'était le Fonds monétaire international, qui n'est pas une banque, qui est une institution mondiale pour essayer d'aller trouver des solutions dans les pays au niveau de la monnaie et qui participe au désordre. C'est ça que ça veut dire. C'est une pagaille organisée. Alors, donc, Adrien, est-ce qu'au niveau de ce fonds, il y a clairement établi une politique qui, justement, conteste ou refuse aux États qui ne pratiquent pas la démocratie l'aide, puisque le Congo, comme on le sait, est membre du FMI. Est-ce que vous avez là dans le FMI, dans les livres du FMI, des clauses claires et strictes sur l'observation, par exemple, de la démocratie? Est-ce que c'est écrit quelque part ou que les gens encouragent ou exigent au FMI d'observer cela? Madame Lagarde n'a pas arrêté de faire le chantage parce que le FMI, c'est la main cachée de la France. Il faut connaître le fonctionnement. Ils se sont partagés. C'est vrai que l'actionnaire majoritaire, c'est les États-Unis, mais n'empêche qu'ils se sont partagés le gâteau. La Banque mondiale, c'est une affaire américaine. Le Fonds monétaire international, ça ne date pas de juste, c'est une affaire française. Ça a commencé avec Condoncius, qui est français, qui nous a fait la dévaluation à Abidjan, à ciel ouvert comme ça, parce que c'était un contentieux entre Balladur et Chirac. Ça ne justifiait pas la dévaluation parce que déjà, on ne produit pas assez, on est venu, on a coupé comme ça. Ça s'est passé comme ça. Donc, après Condoncius, vous avez Strauss-Kahn, qui n'est pas un gangster gentil. On l'a vu aux États-Unis, avec les menottes. Vous avez vu, il n'est pas gentil, il n'est pas sympa. Après, vous avez maintenant Madame Lagarde, qui nous a fait tous les cinémas, qui est dans une affaire, comment on appelle ça, avec Bernard Tapie. Donc, je les ai appelés, ils n'ont pas la légitimité, ils n'en ont même pas plus que les Congolais. Ce sont des fondamentalistes, ce sont des technocrates qui ont perdu pédale, ils ont perdu la pédale et puis pour faire n'importe quoi. Et maintenant, ils ont eu affaire à des Congolais qui ont rebroussé chemin ou qui ont pris la clé des champs. Ils ne sont pas capables de venir discuter à la place du monde. Nous allons faire de la politique d'information. Sur le franc CFA, ils n'ont pas été capables de dévaluer ça. J'en fus. Les Kébas, ce sont des jeunes cadets qui ont un peu cette niaque-là et qui savent communiquer dans le monde. Au niveau de l'Afrique centrale, j'étais le seul. Sinon, au niveau de l'Afrique de l'Ouest, vous avez le professeur Agbo
qui a parlé du bien de ce fonds CFA, et puis l'ancien président de l'Assemblée, monsieur, comment on l'appelle, Mamadou. Donc, je vous parlerai même du dilemme des prisonniers. On est dans cette situation-là, et je vous écoute. Voilà, nous allons peut-être bientôt nous séparer, mais je voudrais aborder une question que vous-même vous avez évoquée dans votre vidéo, notamment en remontant probablement au XVIIe, XVIIIe siècle, vous vous inspirez de la mécanique pour qualifier justement les responsables des autorités congolaises ou africaines en général. Pensez-vous que ces gens soient des automates comme tels? Parce que la mécanique, la caractéristique, c'est l'automatisme. Pourquoi vous convoquez cet exemple historique pour parler des gouvernants congolais? Mais je dis qu'on est passé de la civilisation à la mécanique, non? C'est-à-dire que prime à la casse. Vous avez quelqu'un qui détourne de l'argent, qui fait n'importe quoi. Alors, vous lui dites que faites un peu plus de bêtises, que c'est ça qui s'est passé. Et donc, il faut impérativement passer par ces dialogues pour remettre le Congo sur de bons rails. Ça fait partie des critères du Fonds monétaire international. La bonne gouvernance veut dire civilisation, discipline, pas l'argent volé comme ça. Et donc, ce qui fait que et tout l'argent est entre les mains des ministres. Ils sont milliardaires et nous sommes pauvres. C'est ça qui se passe. Et donc, quand on continue à alimenter ces réseaux-là, mafieux, ce qui fait que depuis la nuit des temps, le peuple congolais avec le pétrole, c'est impensable. Avec le bois, nous sommes membres de l'OPEP, nous sommes la dernière économie du monde. Est-ce que c'est pensable? Alors, la première chose, moi, je vais changer les critères. La première chose, il faut prendre la gestion Massamba Débat. Et j'ajouterai une valeur ajoutée. C'est-à-dire, c'est déjà aimer le Congo. Et quand on n'aime pas le Congo, vous avez tous ces milliardaires qui viennent construire des maisons, ils ne sont même pas capables de dormir, même pas une nuit. Est-ce que vous trouvez ça normal? C'est du blanchissement d'argent. Et ce directeur qui est venu au CHU, c'est pour régler, c'est un grand avocat qui est réputé, c'est lui qui va régler l'affaire du neveu de Denis Sassou Nguesso. Donc, on n'a pas besoin de M. Villard au Congo. Nous avons besoin des techniciens, des gens qui sont capables d'être avec le malade. Moi, je peux gérer le Congo depuis ici. Donc, ce n'est pas le problème d'aller chercher M. Villard. C'est encore, M. Villard, il va toucher 9 millions, 3 millions pour tel responsable. C'est du blanchiment d'argent, c'est de la mafia. Et je pense que monsieur, comment l'appelle, Mouyokagani, que je connais personnellement, je pense qu'il n'a pas aussi mal géré. Maintenant, ça nous coûte combien dans le budget du Congo? Est-ce qu'on a besoin de quelqu'un qui viendra gérer ou on a besoin des médecins? Tout est perverti au Congo. Le grand Voilà. plateau. Alors, nous devons passer je vais parler maintenant. Rapidement. Oui. Adrien, nous devons passer à la thérapeutique. Vous venez d'évoquer la question du dialogue. Revenons sur terre. Vous êtes un chef de parti en France là-bas. Dans quelle mesure vous pensez que votre appel au dialogue peut être entendu par le gouvernement actuel? Il y a longtemps qu'on en parle. Nous avons même réalisé des vidéos ici où vous évoquez la question du dialogue, de la conférence nationale, mais n'avez-vous pas l'impression que les choses sont plus ou moins bloquées? Comment allez-vous faire pour que cet appel au dialogue soit accepté comme tel par le pouvoir? Normalement, quand on réfléchit bien, hein, avec cette dynamique qui vient casser le Fonds monétaire international, ce n'est pas nouveau pour nous. Hollande nous a fait un bébé sur le dos, et donc c'est coutumier, comme ça. Du jour au lendemain, il a dit qu'il pouvait y aller. C'est ce que fait les FMI. Oui, nous avons encore des ressources. Moi, j'avais parlé à 3 options. Soit il y aura le soulèvement populaire au Congo, on a vu ça au Soudan, pour un morceau de pain, sans entraîner tout le pouvoir. Il faut que les gens réfléchissent. Ou bien le dialogue, ou bien sera l'action de la force. Il n'y a que 3 options. Mais pour faire des économies en vie humaine, vous avez vu les gens qui maintenant, des faux prophètes, du poule, et maintenant, ça devient leur fonds de commerce général. Non. Nous avons besoin de paix dans notre pays. Quand un pays arrive à perdre ce qu'on appelle la matière grise, des médecins, des très bons médecins qui étaient formés à l'INSA, qui maintenant, qui fonctionnent dans des hôpitaux de Paris, ne sont pas si mauvais que ça. Et donc, il n'y a pas que la matière première. Vous avez même la main-d'œuvre qui a quitté le Congo. Mais vous allez bâtir ce Congo avec qui? Tous les jours, hein? Je pense que la ministre de la Jeunesse a dit que ça soit à tout essayer, et bien les gens continuent à faire les mêmes habitudes, le vol, le vol, le vol.
Elle a dit, vous n'écoutez pas la presse? Moi, j'écoute Télé Congo. Il y a des gens qui ne veulent pas écouter Télé Congo. C'est pour avoir l'information officielle. Nous avons à bâtir ce pays-là. Nous avons un programme sérieux. Et voilà. Les routes qui sont construites au Congo, elles sont dangereuses. Ce sont les routes transafricaines. Il n'y a pas le terre-plein. Les routes ne sont pas séparées. Alors, il nous manque de l'espace. Il n'y a pas que ça. Et les ouvriers, non, les paysans qui étaient à Ouesso, c'était dans le cadre, on a même détourné l'objet de ces routes-là, c'était pour la décentralisation du pays, de façon, parce que la route est un facteur de développement et de cohésion nationale. Eh bien, du jour au lendemain, vous avez des cercueils, il fallait taxer quelqu'un qui partait, enterrer un parent. Et donc, nos parents qui sont à Ouesso et ailleurs, ils n'ont pas demandé qu'on vienne leur construire des petites routes qui n'ont même pas le terre-plein, qui sont dangereuses, qui n'ont pas d'air de repos et tout ça, alors que nous avons l'espace. Mais bon, en France, vous savez, moi, je n'aime pas employer. Adrien, tout attendez, attendez, monsieur. Allez-y. Alors, ce que je disais, moi, en France, on a le choix. On a toujours le choix dans notre vie. Est-ce que nous voulons être esclaves? Eh bien, vous êtes esclaves. Donc, l'autre situation, c'est aux Congolais de prendre leur destin en main. Bon, donc, je voulais dire, en France, j'ai le choix. Moi, j'aime m'emprunter quand je vais à mon travail, je suis pressé, je prends l'autoroute, je paye un péage. Bon, à défaut de péage, eh bien, la route départementale n'en paye pas. Et donc, les gens de Ouesso, d'Infondo, ils n'ont rien demandé, il faut leur faire une route de substitution. Et pourquoi est-ce que c'était l'objet de cette route-là? Ils sont d'ailleurs mal confectionnés, mal fabriqués, hein, de bas de gamme, il n'y a pas d'épaisseur, il n'y a pas de caniveaux, il n'y a rien du tout. Et des gens qui se promènent avec les bidons d'essence dans les véhicules, mais c'est dangereux, il n'y a pas que ça. Et donc, nous voulons bâtir ce pays. Je prends l'exemple du Sénégal, pour ne plus parler de la France. 400 milliards. Ils ont créé une ville nouvelle avec un aéroport, avec 7 pistes, et ce n'est pas fini, c'est encore le premier module, des autoroutes. Et au Congo, on prend un vieux aéroport de Maya qu'on va réhabiliter avec une piste, et ça a coûté 100 milliards, alors qu'aller voir l'aéroport de Dakar, 400 milliards, on a tout. Alors, vous voulez qu'on fasse quoi? Qu'on continue comme ça? La pente est négative, quel que soit en mathématiques, le coefficient directeur et le coefficient directeur s'il est négatif, eh bien, ça serait la même chose. Pour parler de changement de repère. Donc, le FMI fait un changement de repère. Et donc, Sassou ne va pas changer, puisque ces ministres l'ont dit, et Bongaté toujours meilleur. Et pour finir avec vous, parce que j'attends d'autres questions, même les Bantous ont éduqué le Parti congolais du travail. Ils n'ont pas capté ce message. Mbokapé et Bungakanamoko. Donc, ce que fait la France, l'argent qu'on va nous donner, c'est virtuel. Or, un pays, le développement, c'est une pierre aujourd'hui, une pierre demain. Et donc, moi, j'attends, j'ai donné 100 jours au gouvernement. Aussi, il y aura un changement à l'hôpital en qualité de soins et en quantité. C'est ça. Ça, c'est Bantou qui chante pour le PCT. Ils n'ont pas entendu ça? C'est ça le développement, l'économie du développement. Aujourd'hui, demain, une pierre. Alors, ce que vient de faire le FMI, c'est la destruction. C'est trop facile. Ils ont fait traîner les gens, les choses des gens. Et je ne suis pas contre cet allègement. Je suis pour maintenant. Et avec qui? C'est bien de faire un allègement, mais avec qui? Avec les mêmes 40 ans qui sont là, ils foutent rien. Ils n'ont jamais fait des bilans. Maintenant, ils se projettent en 2021 pour faire quoi? Dites-moi. Là, c'est le PCT qui marche sur l'économie. Ce n'est pas la marche de développement. Rien, dernier avec tout. Alors, on va faire quoi? Ils peuvent continuer, mais il y a des règles même au football. Hein? On ne change pas, une équipe gagne. Mais là, tout le temps, on coule. Il faut changer. Un port dans la forêt. Vous savez qu'est-ce qu'un port? Un port, c'est une ouverture dans le monde. Il y a ce qu'on appelle des services annexes. La douane, la mécanique. Il faut réparer les bateaux. Il faut les alimenter en carburant. Alors, si vous allez mettre un port à Oyo, quand le président est venu inaugurer, et même le bateau avait du mal, l'eau n'était pas profonde, on a vu que la plupart du temps, c'était des pirogues. Il n'y a pas que ça. L'aéroport de Brazzaville, au niveau de l'exploitation, j'ai suivi le monsieur français qui a dirigé des aéroports au Gabon, et donc, s'il y a que le président qui se déplace à Oyo, ce n'est pas rentable. Ce sont des éléphants blancs de l'économie, c'est-à-dire que
des projets pharaoniques de prestige qui n'apportent rien. Et donc, c'est la... Alors, nous avons quelques problèmes de ligne avec la France. Je rappelle que nous avons sur cette antenne Monsieur Ouabaloku, qui est le président de la CDI, et nous parlons aujourd'hui de la question du FMI, de la récente revue du FMI à Brazzaville. Alors, Monsieur Ouabaloku, vous avez une coupure. Est-ce que vous m'entendez? Je vous entends 5 sur 5. Voilà, donc voilà, il est revenu, notre invité, sur cet écran. Alors, nous allons bientôt nous séparer, mais je voudrais, je vous concède tout ce que vous venez de dire, Monsieur Ouabaloku. Les problèmes que vous êtes en train de ressasser sont des problèmes connus de tout le monde. Nous passerons des heures entières à ressasser, à en parler, mais le mal est, il faut rechercher justement les causes de tout ce que Lewis, c'est pour cette pas raison les problèmes connus. voilà, c'est pour cette raison que je voudrais, nous nous attaquons à la thérapeutique, c'est-à-dire comment, ma question était de savoir comment la diaspora, notamment le président de la CDI, est en train de se débrouiller en France là-bas pour faire que une dynamique se fasse. Est-ce que vous avez déjà eu des contacts pour faire en sorte que ce dialogue concrètement se tienne et dans quelle mesure? Je m'en vais être plus précis. Vous avez par exemple au Congo-Brazzaville des gens de l'opposition. Est-ce que vous ne pouvez pas créer une antenne, quoi qu'on dise que ces opposants sont flegmatiques ou ils sont trop proches du pouvoir, mais est-ce que vous avez essayé de faire des choses de ce genre pour que le gouvernement, pour que vous vous rapprochiez d'eux, puisque la réalité montre qu'effectivement, ce sont eux, ces gens-là qui sont pour le moment au pouvoir, et que l'hypothèse dont parlent certains de la lutte armée, cette hypothèse-là, à mon avis, est écartée. Alors, comment à Paris, par exemple, vous vous débrouillez à faire que l'opposition se réorganise, et fasse des propositions concrètes, des choses réalisables dans un futur immédiat? C'est ce que je voudrais savoir. J'ai pris mon téléphone aujourd'hui, j'ai appelé un aîné, le ministre Ouabari. Je lui ai demandé, allô, monsieur le ministre, est-ce que vous m'entendez? Oui, je vous entends. Donc, il existe. Donc, c'est dommage que cette émission du FMI, elle est réelle. Maintenant, ça nous évoquait les hostilités. Maintenant, c'est à nous de nous battre au niveau de la communication. Je l'ai appelé le ministre Ouabari. Est-ce que vous m'écoutez? J'ai appelé encore un collègue. Et donc, c'est ces démagogues-là qui veulent nous faire croire, qui veulent nous poser un problème de philosophie de l'existence, de l'existentialisme, qui commence à tout nier. J'ai demandé au ministre, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que j'ai besoin de vous toucher? Nous ne sommes pas des Saint Thomas. C'est pas, on n'a pas, c'est une émission réelle, c'est la faute aux Congolais, nous avons laissé trop traîner des choses, tout le monde veut être président et du Congo, et ça ce n'est pas bon. Nous avons des égos démesurés. Et donc, j'ai pris mon téléphone, j'ai appelé le ministre Ouabari. Il m'écoute, et je suis accompagné. Donc, j'ai toujours l'habitude. Alors, je vais vous parler, puisque vous parlez, il faudrait qu'on soit ensemble. Je l'avais dit à M. Boukadia, nous ne sommes pas ses élèves, il veut être notre chef, il a une grande table tout seul, avec un petit français à côté, et après les docteurs, ceux qui ont fait des doctorats, non, ce qu'on appelle table ronde. J'ai cette expérience de Laurent Fabius parce que nous avons eu à travailler avec Laurent Fabius, avec l'un de ses meilleurs conseillers, M. Henri Weber. Il nous disait toujours, dans son bureau, c'était l'innovation. Le ministre était retiré dans un coin, dans une tour de Babel, mais lorsque M. Laurent Fabius, qui m'a fait déçu, et quand il était à la primature, il était avec ses ministres, c'est ce qu'on appelle table ronde, c'est ce que les Congolais ne savent pas faire. Tout le monde veut être chef, et course à l'échalote, et pas plus que ce soir. Mon jeune cadet, comment tu l'appelles, Benazo, qui est venu soutenir un certain monsieur, Nzonza au Bristol. Il ne peut pas me laisser donner des leçons. S'il veut parler de poule, je parlais de Mme Adelaïde, je parlais du sénateur Kia Kinkala, je parlais d'André Mankenda, qui est parent de Massamba Deba. Alors, j'ai fait un projet, une vie tout coulou, j'ai donné les noms. Alors, s'il veut parler de poule, il faut mieux qu'il se taise. Voilà. Donc, j'ai pris le contact. Il faut que nous allions vers une assemblée générale. La première réunion, on définit une ligne politique. C'est comme ça que j'avais écarté Mpouélé avant. Mais non, ça se dit maintenant. Je l'avais écarté quand on fixe une ligne politique. Et dès que vous avez franchi la ligne politique,
Vous êtes écarté. C'est comme ça que j'avais écarté. Il s'est réveillé le matin, tu es qui? Et attends, il y a une ligne politique, vous êtes au centre, vous n'êtes pas à l'extrême. Si vous êtes à l'extrême, vous quittez le navire. C'est ce que j'avais fait. Vous comprenez? Donc, la première réunion, cette Assemblée générale, c'est pour fixer les lignes politiques. Le renouveau, le changement, parce que nous allons changer la vie au Congo. C'est ça. Et après, la deuxième convention ou Assemblée générale inclut, puisque je veux être le chef, même quand ils n'en ont pas les épaules, ce soit l'idole. Nous parlons du Congo. Et oui, mais ça m'a dit ça dans Kokila Kula, Nasuka, et tout, ils passent tout leur temps à dormir. Mais nous allons rebâtir ce Congo. Hein? Et quand j'ai proposé, si j'étais président, vous n'avez pas vu ce gouvernement, ça n'a rien à voir avec le gouvernement Akomé. Il était apprécié des Congolais, où j'ai même nommé, si j'étais président au conditionnel, M. Jean-Marie Moukoko, ministre de la Défense. Vous n'avez pas vu ce gouvernement-là, jamais contesté par les Congolais, et du nord au sud. Donc, quand le président de la CDI prend la parole, c'est subliminal. Notre peuple a trop souffert. Moi, je rôde l'audience. Il y a des gens qui se disent, ils sont caïds, et que j'ai donné mon téléphone depuis la nuit, qui m'appellent, qui m'ont jamais appelé. On n'a pas besoin d'être caïds. Les gens se battent sur le plan économique, et ce n'est pas sur la bêtise. Je vous ai dit ça. Les Occidentaux, ils travaillent, et ils fabriquent des machines pour les Chinois passent leur temps à copier et pour le bonheur des Chinois. Et nous passons notre temps nous anéantir. Le franc CFA, une monnaie paresseuse, elle n'a pas d'activité et son rôle, on devait le trouver dans des échanges commerciaux, c'est-à-dire à la vente du pétrole. Ça se fait en dollars, nous importons les véhicules en euros. Or, la différence en euros, eh bien, ce différentiel, il ne rentre pas chez nous. C'est une monnaie qui loge pour les allocations, je ne sais pas de qui. Nous-mêmes, on n'en profite pas. Elle devait être arrimée, c'est-à-dire indexée. Vous comprenez? Alors, vous avez une idée de Congolais qui dit, eh bien, si vous enlevez le CFA, comment on va faire? Des docteurs qui vous disent, si on enlève le CFA, comment on va faire? Mais dans le Maghreb, est-ce qu'il y a le CFA? Si on enlève le CFA, on met la coopération. On met pas la coopération. Le dinar est plus faible que l'autre, que le CFA. Alors, sans des théories erronées, nous sommes aujourd'hui à la place du monde, et tout se sait en temps réel. Il faut venir d'une manière décomplexée de discuter avec l'élite française. Moi, je n'écris pas les cigognes. Je ne sais pas que je dis la vérité crue, comme ça, pour que notre petit peuple qui souffre, on n'a pas besoin, et maintenant on fait de la pédagogie. Mais Adrien, le CFA par lui-même... Adrien, le CFA par lui-même n'explique pas tous les problèmes du pays. Vous avez en Afrique de l'Ouest, excusez-moi, en Afrique de l'Ouest, par exemple, des pays qui s'en sortent un peu mieux, non? Mais ils sont anglophones. Vous n'avez pas compris que le CFA... Vous avez des pays comme la Côte d'Ivoire, c'est un pays francophone. Le CFA ne le fait pas, monsieur Lewis, le CFA ne le fait pas. C'est une monnaie guerrière. Elle sert à acheter des armes pour faire la casse. La preuve, nous avons eu des colonisateurs en Afrique. Vous parlez de l'Afrique anglophone fonctionne, mais il n'y a pas de base militaire. C'est ce que vous laissez soutenir les petites dames, hein, que je connais, j'essaie d'étaler les noms. Et pourquoi il y a des bases, les Anglais n'ont pas de bases là-bas. Ils ont été sur des colonisateurs, non? C'est pas vrai? Le CFA n'est pas converti. À notre époque, quand on allait avec le CFA, on allait à la Banque de France, on pouvait changer le CFA. Mais c'est fabriqué ici. Hein, c'est leur propre monnaie, les Français ne connaissent même pas leur monnaie. Vous avez vu un jeune Congolais qui est allé partout pour faire connaître le CFA et échanger. Il n'a pas pu. Il n'a pas pu. Et donc, le CFA sert à acheter des armes. Hein, elle ne sert à rien. Eh bien, prenez les gens qui sont dans le pool, ceux qui veulent ici dans le pool. Ils ont fait comment? Vous n'avez pas le CFA. Donc, nous n'avons même plus confiance au CFA parce que la monnaie, c'est le compagnon du citoyen tous les jours. Ici, si vous n'avez pas la monnaie, vous ne pouvez pas faire pipi ici en France. Il faut rentrer dans un petit machin. Donc, c'est ça qui se passe. Hein. Un chef ne peut pas prendre toute la masse d'âge entre ses jambes après. Donc, il nous faut des capitaines. Dans le commerce, il nous faut des capitaux dans l'industrie. Ce n'est pas avec les emplois qu'on crée des richesses, c'est avec le travail. C'est des usines. Donc, tout ça, j'avais proposé au FMI. Il voulait l'équilibre, la discipline. J'ai dit oui, votre courbe. Hein, j'ai pris Wilson. Wilson a géré cette contradiction comment? Si tous les jours vous faites des approvisionnements, ça a un coût. Il dit allez, on va prendre un camion entier. Donc, vous avez deux courbes qui font comme ça.
et aller chercher ce point d'équilibre. Donc, le FMI, il voulait qu'on fasse la rigueur, un ajustement structurel qui est contraire au développement. Le développement, c'est faire pousser l'herbe, et donc, c'est des courbes qui allaient se croiser. J'avais demandé à l'un des mathématiciens de la diaspora, M. Maurice Douzala, d'expliquer cet équilibre macroéconomique. Et d'ailleurs, on ne parle pas en termes de quantité, on parle en termes de valeur. C'est-à-dire, au Gabon, si c'est un apprenant, c'est un enseignant qui enseigne 50 élèves. Et nous, au Congo, c'est un enseignant qui a 100 élèves. Vous voyez? Et donc, on peut encore créer des emplois. Donc, ce qui compte, c'est l'enveloppe. On raisonne en termes de masse monétaire, de valeur. On ne raisonne pas en chiffres. Il n'y a pas assez de fonctionnaires. Et d'ailleurs, quand vous prenez le système français, c'est l'unique au monde. On travaille très moins. Et c'est le pays le plus productiviste du monde. La rentabilité, vous l'avez. Et donc, il y avait trop de fonctionnaires. Les Anglais n'en ont pas. Donc, c'est un système, c'est un choix en économie. Et donc, nous n'avons pas assez de fonctionnaires. Ceux qui seront là, ah ben, on va les déployer. Maintenant, quant à l'armée, à l'armée, vous croyez qu'en temps de paix, ils vont rester des bras croisés comme ça, le matin, bol de riz, à midi, la viande. Il faut qu'ils participent, ce qu'ils ont déjà commencé à faire au boulevard des armées, essayer de faire de ce génie militaire au génie civil. Il faut qu'ils travaillent. J'ai vu le pont qu'ils ont construit du côté de l'école militaire. C'était pour faire passer comment on appelle ça? Les souris de la maison et les rats du jardin. Un petit pont, franchement, on vous dit que c'est des génies militaires français, un pont en planche, vous avez l'eau qui vous arrive au niveau des génies, ça c'est un pont. C'est un pont qu'ils ont fabriqué. Mais Kinshasa, c'est le pont entre Kinshasa et Brazzaville, c'est ce que nous attendons. Ce n'est pas des ponts, il est là, le pied arrive au niveau des genoux, ils ne savent même pas. Vous savez, monsieur Lewis, le Congo est au-dessus du fleuve Congo. Et le Pays-Bas est comment? Au-dessus de la mer. Alors, quand un pays est au-dessus du Congo, du fleuve, et que vous avez l'eau partout, on ne sait pas faire un caniveau, on ne sait pas faire des pentes, on ne sait pas faire un bassin de rétention. Moi, dans ma ville ici, une petite route, on a fait un bassin de rétention. Alors, tout ça, nous avons besoin de se remettre à une conférence nationale nouvelle, je ne sais pas comment, pour remettre le Congo sur la bonne voie. Voilà, avant-dernière question, avant de nous séparer, je rappelle à tous les auditeurs qui nous écoutent que nous sommes au Journal de la Communauté avec pour invité Monsieur Adrien Ouabaloukou. Il est exactement 18h19 à Chicago. Alors, et 23h19 en France. Monsieur Ouabaloukou, avant dernière question, êtes-vous ouvert à entrer ou à proposer des noms à une équipe gouvernementale d'union nationale? Est-ce que vous pourrez, dans le cadre de l'apaisement, est-ce que si on vous propose d'envoyer des noms à Brazzaville pour que vos partisans fassent partie d'une équipe gouvernementale, l'accepterez-vous? J'ai fait un ballon d'essai. Vous savez, j'ai fait un ballon d'essai. Si il n'y avait même pas de Premier ministre parce que j'ai toujours cette idée de table ronde. C'est presque un régime présidentiel. Je ne sais pas si c'est présidentiel. Et dans ce gouvernement, on a vu mon frère à l'économie, parce que c'est un garçon rigoureux. Et beaucoup d'économistes m'ont appelé, non, je voulais l'économie, mais pourquoi faire? Mais l'économie, ce n'est pas la finance, parce que c'est un garçon rigoureux, parce que je le connais, c'est pour travailler. Là, j'ai des économistes qui m'ont appelé rien que pour ce poste-là, et là, je les ai eus. Je les ai eus, ils croyaient que l'économie, c'était la finance, pas du tout. On avait mis ça à l'écart. Vous avez vu ce gouvernement qui a circulé avec un Jean-Marie Moukoko à la défense si j'étais président. Je ne le suis pas. C'était pour penser à Moukoko, parce que ce qu'il endure, et ce n'est pas normal, lorsque vous êtes candidat à une élection présidentielle, vous avez été validé par l'instance juridique, le Conseil constitutionnel, on ne lui laisse même pas le temps, soit de savourer sa défaite ou pas, et directement on lui met des bracelets. Vous croyez que ça doit fonctionner comme ça? Vous allez Banama Mamoko. Grand Dengues, au Petit Caillou, maintenant, Pessa Maboko, Na Bamisusu. Le monde va très vite. Les présidents sont jeunes. Moi, je ne suis pas pour le sang au Congo. Vous le savez, je suis un démocrate pur sucre. Je ne parle que du dialogue. Et je vous assure, le message du président de la CDI, ça passe. Maintenant, j'avais dit Pointe-Noire, Brazzaville, Oyo. Maintenant, je commence de l'autre côté. Comme avait fait Massamba Débat. Le Congo est petit pour diviser le Congo.
Il a commencé par Bétou. Parce que si on ne fait pas Bétou, les gens qui sont à Bétou sont des centrafricains, puisqu'on va construire l'Union européenne. Vous croyez que pour se faire soigner, ils sont plus proches de bandits, ils viendront là-bas. Et donc, dans notre politique, nous allons parler de la décentralisation. Chaque 100 mètres, nous allons créer une ville nouvelle. C'est ça la décentralisation. Alors, vous avez déjà, vous voulez aller, j'ai esquissé que je voulais partir dans une élection présidentielle pour sortir toutes ces brebis-là, galeuses, eh bien, Collier va être candidat. Mais déjà, Antoine m'a vendu son destin. Il n'a pas été capable de le revendiquer. Il croit qu'on va faire bis et repetita. Il va aller dans quelle élection pour faire quoi? Il n'est pas capable de revendiquer sa victoire. Vous avez ces opposants qui ont des passeports diplomatiques, qui ont caché le résultat. Est-ce que vous croyez qu'avec ce fichier-là, nous pouvons aller à une élection? Vous avez des électeurs. Alors là, vous nous parlez. Attendez. Vous avez des électeurs qui sont dans le sud, hein, et puis dans le nord, c'est presque des terrains vides, et il y a plus de députés là-bas. Est-ce que c'est normal pour vous? Un homme, une voix, et peut-être un mandat. Mandela. C'est ça. Bon, non, si au nord, et c'est un peu vide, nous allons trouver des mécanismes pour que les gens ne viennent pas avec les armes au pouvoir, on pourra faire tourner la présidence. Donc, nous avons décidé, pour éviter le sang entre coulé au Congo, et donc nous avons besoin de respirer la démocratie. Pour revenir, pourquoi nous proposons la conférence nationale BIS? Il y a déjà un existant. Et donc, je ne suis pas pour la conférence internationale, je vous dis clairement, il y a eu l'un des meilleurs juristes, Moudilelo, qui est sur la même position que la mienne. Mais regardez M. Macron, qui croyait que la Libye était en Europe parce que c'est l'Afrique blanche. Et a oublié le Congo. Mais nous sommes avant la Méditerranée. Ce qui est bon pour la Libye est bon pour le Congo. Bon, pour le moment, c'est le statu quo. Alors qu'on sait que quand on s'engage à une conférence nationale, une nouvelle ou BIS, je ne sais pas comment, je ne suis pas pour les attributs, les substantifs, ça, ce n'est pas mon problème. Mais il y a déjà quelque chose qui a déjà existé. Nous avons un existant. Il y a juste à corriger ça, à ajuster cette façon de faire. Donc, quand vous avez une conférence nationale, ça vient réguler le système juridique qui fonctionne par défaut. Et ça vous donne ce qu'on appelle un gouvernement de transition. Après le gouvernement de transition, quel est son rôle? C'est pour gérer les affaires courantes et préparer les élections incontestables. Donc, revoir les fichiers. Alors, M. Koulela, qui a dit qu'il est candidat, avec quel fichier? Et lui, il s'est même plaint à un certain moment, à Tinkala, il lui faut 100 électeurs pour être député, mais Kiki, il lui faut 10 personnes à Oyo pour qu'il soit député. Et non seulement, vous avez des yeux privés. Vous n'avez pas vu ça? On va continuer comme ça? Adrien, je sais que vous avez, je vous connais off micro, off live, une mémoire vraiment prodigieuse. Je voudrais que, pour terminer, que vous nous parliez des préalables ou non que vous avez quant à l'organisation de cette conférence nationale. Vous en parlez aisément, mais pour en arriver là, quels sont les préalables ou non de la CDI? Je voudrais que vous soyez, nous faisons une information de proximité, nous ne voulons pas nous perdre en conjecture, je veux que vous veniez avec beaucoup plus de simplicité pour nous donner la liste, si possible, des préalables que vous estimez essentiels pour participer à cette conférence nationale BIS. Ah, très bonne question. Bon, enfin, vous me donnez l'occasion de parler de ma femme. Lorsque j'ai rencontré ma femme, il n'y avait pas de préalable. Je n'ai pas dit qu'il fallait que tu sois mocassin, c'était le coup de foudre. Donc, il ne peut pas avoir de préalable. Demandez à un prêtre, ils ont l'habitude des grandes messes. Il s'agira de cette messe-là. Il peut préparer Jean-Matthieu ceci, mais la messe n'est pas encore dite. Comment voulez-vous dire la messe avant? Donc, tous les gens qui préparent à côté, on va faire ça à la conférence nationale, mais l'ordre du jour n'est pas que fixé, on va le fixer à parité et on rentre, on fait la messe. Vous ne pouvez pas faire la messe avant. Pourquoi voulez-vous? Tous les gens sont en train d'écrire, mais elle sera souveraine. Nous irons à parité. Et puis, et c'est tout. Pourquoi voulez-vous que la messe soit dite avant? Vous voulez que la messe soit dite avant? Moi, j'ai vu tous ces fantaisistes et d'intellectuels qui sont en train de fabriquer des documents. On va faire ceci. Mais non, quand le FEMI vient faire une émission à Brazzaville qui est réelle, mais qui ne me gêne pas, parce qu'après tout, il faut réchéneler la tête au Congo. Les Congolais souffrent là-bas. Et moi, à Paris, je ne peux pas dire il ne faut pas donner l'argent à Sassou et un tel, parce que les Congolais s'en prendront à moi. Et tu as la sécurité sociale là-bas, c'est trop facile. Vaut mieux ça que rien. Et donc, on ne peut pas dire une messe avant, même le prêtre quand il ne peut pas. Demandez à Monseigneur, comment on l'appelle, Anatole. Comment vous appelez Anatole Milando? Hein?
Bon, je ne sais pas si c'est On lui Milandou. Milandou demanda, Milandou, c'est un prêtre, il a l'habitude de faire des messes. Et quand il a préparé sa messe, elle n'est pas dite. Il faut qu'il rentre dans l'église et c'est à ce moment que la messe est dite. Pourquoi voulez-vous qu'on puisse dire la messe avant? Alors, voulez-vous me dire, Monsieur Wabalougou, que demain déjà, vous êtes prêt à prendre votre billet et Mais vous y nous rendre. sommes prêts, nous sommes prêts. Vous avez vu, vous me donnez À l'occasion la de différence faire certaines d'autres de vos amis, certains opposants, vous ne trouvez aucun inconvénient à vous arriver à Brazzaville librement et à prendre la parole. Est-ce que vous pensez que l'environnement Non, je n'ai actuel. pas dit ça. Moi, je ne vais pas m'aventurer à Brazzaville. Vous avez monsieur Moukoko qui est en prison. Moi, c'est la place elle-même. Vous m'avez posé la question hors micro. Il faut aller sur le terrain. En tout cas, mon frère Boukadia a fait l'expérience du terrain. Il a pris l'avion. On lui a donné quelques deux coups de pied. On l'a brutalisé à la Maya. On a pris sa femme dans l'avion. Il a fait un séjour à la maison d'arrêt, 2 fois en clinique. Il est revenu en France. Est-ce qu'il a vu les Congolais? Alors, je vous parle de De Gaulle, qu'on l'aime ou pas. Hein, et il disait, on l'a vu à Londres, on l'a vu au Congo. C'est ça. Donc, je n'ai jamais vu un capitaine sur le terrain de combat. Je vais vous parler du général Tchaikovsky, l'Américain, pendant la guerre de l'Iran. Est-ce que le général était là-bas? Non, l'Américain noir là-bas, comment vous pouvez qu'il était américain? Qui était chef d'état-major général 5 étoiles. C'était rare. Et puis, chez Zeskov, il est venu faire le cinéma alors qu'il Powell, était cadre. Colin Hein? Powell, Powell, je crois. Oui, voilà. La théorie de la guerre, il commence par les avions, on bombarde, après on veut finir c'est voilà, sa théorie. Donc, ce monsieur, c'est lui qui a gagné la guerre, c'est pas Tchaikovsky qui était sur le terrain. Donc, vous avez cette organisation qu'on appelle l'armée, vous avez le militaire, vous avez le cadre moyen, et puis vous avez le stratège. C'est-à-dire, vous avez compris? Donc, moi, je n'ai pas été sur le terrain. Maintenant, Boukadia a été, ça n'a pas été. Et donc, moi, je n'irai pas sur le terrain. Je suis comme De Gaulle. On va me voir à Brazzaville, on me verra à Londres. Est-ce que je vous ai répondu? C'est Voilà. cette affaire de terrain. Il n'y a pas de sécurité. On peut même, c'est pourquoi on a même dit, à un certain moment en France, on a eu à dépayser des procès. Nous sommes dans le juridique. Si on ne peut pas discuter librement, ça ne sert à rien d'aller faire une conférence à Brazza. Donc, on peut la faire aussi. Vous connaissez le Congo avant les colons. Kinshasa fait partie du Congo. Alors, donc pour ne pas être loin d'Empila, on peut aller discuter dans le Pango Mosushi à Congo. On a chanté ça et Bala Congo, tout le monde a chanté le Congo, les deux Congos, et donc on peut sortir sur des sentiers battus. On n'est pas loin d'Empila, on est à Kinshasa, mais sauf qu'il y a un précédent avec des disparus du but. Donc moi je ne peux pas aller comme ça. Et Voilà. d'ailleurs, Paris. Alors est-ce que vous vous sentez en France là-bas en sécurité? Je sais que vous êtes un opposant et on parle de plus en plus. Oh là 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 là. On parle de plus en plus des opposants inquiétés. Je suis entier. Vous ressentez la même crainte? Je suis Non, je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur, je vous dis tranquillement. Hein? C'est vous l'assassin et c'est à moi d'avoir peur. Moi, je ne suis pas assassin. Je n'ai jamais tué personne ici. En tout cas, je vis tranquillement en France. Je n'ai jamais menacé personne. Je dis que M. Sassou Nguesso doit faire passer la main à quelqu'un d'autre. Alors, est-ce que je suis violent quand je dis ça? 40 ans de pouvoir, c'est trop. Ça a été chanté par Mousse. Vous savez pas ça? Peur de quoi? Vous savez, si vous mettez la peur, vous n'allez jamais avancer. Nos amis occidentaux, s'ils avaient peur, vous ne serez même pas aux États-Unis par avion. Vous serez aux États-Unis par Nobundoki, hein, et par sorcellerie. Alors, ils ont fabriqué les choses, ils sont sous l'eau, ils sont sur terre, ils n'ont pas eu peur. Donc, la peur n'avance pas le progrès. Pourquoi peur de quoi? Je voudrais dire, je voulais être un peu plus précis. Est-ce que vous êtes comme les autres, vous soupçonnez certains membres de la diaspora de servir d'espions aux membres leaders de la diaspora là-bas? Est-ce que vous ressentez qu'il y a des pions, des gens infiltrés dans vos groupes? J'ai Mais je ne récemment suis pas un populiste. suivi un résistant qui. Je ne suis pas un populiste. Je suis pour un état de droit, c'est-à-dire la présomption d'innocence. Je n'ai à soupçonner personne parce que d'abord, je suis chrétien. Vous avez en France, vous avez des démocrates chrétiens. Ils sont démocrates. Normalement, un démocrate doit être sincère, doit marcher droit dans les bottes. Donc, je n'ai à soupçonner personne. Il y a la présomption d'innocence. Il faut construire un état de droit.
Donc, je ne soupçonne personne, je ne prête pas des intentions, je n'ai pas de jugement de valeur, je n'ai pas des idées reçues pour les gens. Eh bien non, et ce qui est quand même inviolable, c'est votre conscience. Moi, je ne suis pas dans ça. Et si j'avais à partir au Bristol, ça aurait été d'une façon formelle. Le Bristol n'est pas mauvais, il fallait aller discuter, mais on n'y va pas en cachette. Il y a un souci de transparence, c'est tout. Donc, je suis un homme de dialogue. Le dialogue, ça veut dire le débat contradictoire. Ce sont les Congolais qui utilisent les vocables que vous entendez, ils sont ennemis. Non, nous sommes des contradicteurs en politique. On n'est pas des ennemis parce que la politique, c'est quelque chose de sain. C'est quelque chose de scientifique. Et lorsque vous avez quand même, vous ne savez pas faire un découpage politique au Congo, alors là, on est sorti de la politique, on est dans la poubelle, on est dans les caniveaux. C'est une science. Donc, je ne suis pas dans les soupçons, pas dans les petits débats. Hein, pour ne pas reprendre Jules Romain, eh bien, nous autres, on discute des principes, on discute des idées, et puis voilà. Moi, je ne suis pas sur des attaques de personnes. Vous ne m'avez jamais entendu d'aller chercher la couleur de la culotte, je ne sais pas de quel ministre. Même quand on a attaqué Dougaga, j'ai dit, attends, non, il y a des matières fécales, je suis allé à Congo-Édouard, et j'étais dans la direction du vent, c'est-à-dire le dos. Hein, c'est comme on a dit, les Français ont dit que Macron, il a le dos au vent. Maintenant, il aura le vent en face. Et quand je suis rentré à Gangue-Édouard, j'étais dans le sens du vent. Et quand j'ai dit il fallait sortir des matières fécales, donc c'est pas du gaga. Alors je ne suis pas dans ces conneries-là. Une dernière intuition, Adrien. Vous n'avez pas réagi sur le gouvernement Moudilou. Est-ce que vous croyez que cette initiative est sérieuse? Est-ce qu'elle vous interpelle comme telle? Quel est votre parti s'est-il réuni pour en parler? Mais la preuve, j'ai débauché des ministres chez Moudilou. Vous savez pas ça? J'ai pris des ministres chez Moudilou. Alors, vous allez revoir, revisiter ce que j'avais publié. J'ai pris des ministres chez Moudilou. J'en ai pris, comment on appelle? Vous pouvez m'en citer des noms parce que mes auditeurs n'ont pas lu cet article-là. Eh bien, je me ferai le plaisir parce que la liste était longue. On nous a dit, mais comment ça se fait que y a un pléthore de ministres? Mais alors, les ministres dans notre gouvernement, ils auront à payer l'électricité. Ils vont vivre comme les ministres qui sont dans les pays scandinaves, en Norvège et partout. Ils vont vivre dans leur appartement, ils vont payer le courant. Et donc, nous, les ministres, les 15 millions qui touchent Thierry Mongala, nous, on peut en faire 15 ministres parce qu'il y a beaucoup à faire. Donc, c'est ça. La liste est tellement longue. Du côté des Kolela, elle n'a pas boudé. Vous avez Angela Konon, ça devait être Nzonzi, mais comme voilà, il vacille, ça c'est son problème. Donc j'en ai pris chez Moudilou, il m'a commis, j'en ai pris chez tout le monde. Et ce que vous avez vu au niveau des fonctions régaliennes, le ministre de l'Intérieur, c'est quand même un jeune frère que vous connaissez. Hein? Le président Nitou, Roland, c'est lui qui est à l'intérieur pour nous, pour ce comment que j'ai proposé, de supposition. Après, vous avez aux affaires étrangères, Andrea Ngombe, que vous connaissez. Maintenant, à la défense, c'est M. Jean-Marie Moukoko. Vous n'avez pas vu ce gouvernement-là qui a été... Ah oui, mais vous êtes journaliste, il faut mener des enquêtes. Donc, j'ai débauché chez Moudilou. Ça veut dire que ce gouvernement existe où? Il y a même des démissions. Pas plus qu'hier, mon petit frère Diaf, je pense qu'il a dû démissionner. Non? Vous n'avez pas vu ce gouvernement-là? Mais c'est le gouvernement qui a été aimé au Congo. Hein? Ça part de tous les enfants du Congo, selon leurs compétences. Et c'est pourquoi je n'avais pas attribué le ministère des Finances, parce que l'argent, c'est le nerf de la guerre. Quand ils ont vu un Wabaloukou à l'économie, ils croyaient qu'on lui avait donné le portefeuille. Pas du tout. C'est pour travailler, c'est pour ne pas faire que de l'emploi. C'est pour créer des richesses au Congo. C'est pour avoir ces capitaines-là. Ah, ils ont dit, ah, merci, monsieur Wabaloukou, vous avez raison. Mais je les ai piégés. Je les connais. Ils ont réclamé ce poste-là. Donc, je suis quelqu'un d'extrêmement sérieux. Je n'ai pas été gratiné, pas du tout. Bien au contraire. Voilà. Donc, vous me donnez l'occasion de demander. Je ne parle pas de président Sassou, au grand frère de Sassou, pour ne pas lui manquer de respect. Bon, Bimisa Mokoko, les gens se battent sur le plan économique, consortent Mokoko, il n'y a pas de règlement de compte, comme les gens ont entendu, pas de règlement de compte. L'amour, pour ce que vous m'avez parlé de la peur, l'amour bannit la crainte. L'amour ne soupçonne pas. L'amour ne cherche pas de soucis. Il faudrait que j'avais dit, je suis l'un de rares à dire, il fallait mettre un peu de l'amour dans le combat politique. Maintenant, est-ce que je sais travailler en groupe?
eh bien, j'ai tout un passé qui plaît dans ce sens-là, hein, de l'armée du Salé, Kimbangis. J'ai tout ce parcours-là jusqu'au parti radical de gauche. Je ne suis pas un solitaire, mais je sais jouer des solos. J'aime aussi jouer en solo. Et donc, nous devons nous mettre autour d'une table pour changer, je dis bien, la vie au Congo. Les intérêts de la France, il n'y a pas que Sassou Nguesso qui sait les garantir. Nous avons un peuple qui souffre. Ils ont des matières premières à aller chercher. OK, eh bien, on trouvera ce point d'équilibre. Et si ça ne va pas, nous allons parler de peuple à peuple. Si de ceux qui gouvernent ce pays, vous croyez qu'il n'y a pas de la morale dans l'économie? On a vu des petits Indiens dans les chaînes de production. Vous avez des carrefours qui ont dit on va boycotter la production. Donc, il y a bien de la morale dans l'économie. Alors, moi, si c'est pour aider Total et Fina, et qui devait drainer d'autres entreprises au Congo, mais si le pétrole qui est en haute mer, Rochefort, si c'est pour voir les cadavres jonchés au sol, alors il me trouvera sur leur chemin. C'est à eux d'avoir peur. Moi, je n'ai pas peur. Je n'ai tué personne. Je demande ce qui est bon. Moi, je suis un citoyen du monde. Pour moi, c'est la différence. Je défends en même temps la France, je défends le Congo. Parce que j'ai la nationalité française, je défends la France. Et qui a dit que si je vous donne la lettre qui m'était renvoyée par le directeur des Total et Fina, eh bien, nous devons travailler dans le calme, dans la paix. Alors, il y a un des conseillers de M. Macron qui a dit que l'Afrique était aux Français. Bon, je laisse cette affirmation, mais on peut dire les choses comme ça. On peut dire les choses comme ça. Non? Qui est contre la France? Personne. Moi, je ne suis pas contre. J'ai la nationalité française. Je ne suis pas contre. Donc, ce qui est bon pour les petits Français est bon pour les petits Congolais. Et donc, il faudrait qu'on ferme ce cimetière de la Méditerranée. Il faut qu'on commence à produire dans notre pays pour ne pas avoir ces champs-là. Quand vous voyez l'Africain, alors, il y a tellement des vidéos, des violences, et des enfants qui ont rêvé et venir un jour dans ce pays de liberté qui se trouve dans d'autres continents, d'être écrasés et physiquement comme ça, où est l'ONU? On sait, et si vous passez par la Libye, c'est pas facile pour nos enfants. Et c'est devenu tout le monde nous crache dessus. C'est ce que j'ai dit, les autres, hein, parce que c'est nous-mêmes. Il faut se faire respecter. Si vous ne faites pas respecter, eh bien, on vous écrase. Moi, je suis enseignant en France. C'est-à-dire qu'ils ont voulu m'amener dans les caniveaux. J'ai la dernière note de l'éducation nationale. Je suis parti par quoi? Par une compatibilité d'humeur. C'est pas bonjour madame, bonjour monsieur. Non, je ne suis pas dans ça. Et je vais vous parler, si vous connaissez, puisqu'on m'a parlé des physiciens au Congo. Moi, je n'en ai pas vu. Bon, je Les crois que physiciens, ça pourrait les faire physiciens, je l'objet vais terminer. d'une autre émission. Je vais terminer. Je vais vous parler, si vous connaissez un certain Modibo Tchèque. Vous le connaissez, vous êtes aux États-Unis. Vous le connaissez ou pas? Voilà, ce sont des gens qui m'inspirent. Hein, et qui a commencé ses études en France, on a voulu trop pas le prendre au sérieux, et c'est lui qui corrige ce que les autres, les Blancs, hein, les Occidentaux n'ont pas pu faire atteindre certains satellites à la NASA. Vous le connaissez? Cheikh Modibo. Il a même parlé pour nous. Il a dit qu'il est sorti à un moment parce qu'il y avait une personne qui était absente, et c'est là qu'on lui a donné les micros. On parlait de l'afro-pessimisme. Et quand il sort un Cheikh Modibo à la NASA, l'un des meilleurs, c'est cette Afrique que nous voulons. Ce n'est pas cette Afrique dans les caniveaux, cette Afrique, on ne tire qu'à la gâchette facile. Vous avez des bébés noirs, tous ces enfants, eh bien, c'est des désœuvrements. Il faut qu'on commence à travailler au Congo. Nous ne travaillons pas. Il y a eu la guerre au Rwanda. On commence à fabriquer des choses. Le Botswana, l'un des meilleurs pays, il y a la démocratie, et puis on ne parle pas de ce pays. On ne parle que de l'Afrique qui vacille. C'est ça le problème. Donc, je retiens cette image par un certain Tchèque que vous connaissez, Modibo. Vous le connaissez ou pas? Bon, pas Hein? trop, je ne crois pas. Le physicien de la NASA, il n'y a pas beaucoup de Noirs là-bas. Il est malien. Vous ne connaissez pas? Bon, je ne sais pas non, non, je n'ai aucune idée de lui. Donc, je suis dans cette posture-là d'une Afrique qui va avancer. Ce n'est pas une Afrique qui a une monnaie justement pour se faire mal. Et donc, Moukoko n'a pas sa place en prison. Il faut d'ailleurs qu'il sorte le plus rapidement possible. Nous nous mettons autour des Mbongi. Et si on n'arrive pas à faire ce Mbongi, eh bien, nous allons rentrer de temps en temps, suspendre la séance qu'on appelle Tuelo Kumfundu. Moi, j'ai ajouté ça. Les Congolais ont dit Kumbongi, mais dans le Mbongi, il y a le Mfundu. Si ça ne va pas, on suspend la séance et puis on va discuter jusqu'à trouver le compromis sans compromission. Est-ce que c'est clair? Donc, je pense que
le grand frère Sassou m'écoute là-bas, et semble-t-il qu'ils sont familiers, donc qu'il libère son petit frère Moukoko. Et ça sera pour le bien de tout le monde, parce que nous vivons sous tension, de soupçons, et qu'est-ce qui va arriver demain? Moi, je pense qu'il faut mettre la balle au centre, c'est tout, d'aller vers une démocratie apaisée. Donc, en aucun moment, j'ai jeté des anathèmes à Denis Sassou Nguesso, mais moi, je juge son bilan économique, ne plaide pas en sa faveur. 40 ans de pouvoir, c'est trop, ne sont pas un royaume. C'est tout ce que je dis. Voilà, c'est la conclusion, j'espère. C'est la conclusion. Voilà. Donc, merci donc à vous qui êtes connectés sur Facebook. Bon, il y a quelques noms que je ne voudrais pas lire. Alors, nous étions donc au journal de la communauté avec pour invité Adrien Ouabaloku, qui est le président de la Convention des démocrates indépendants de France. Et avec Adrien, nous parlions, je peux dire, de la revue du FMI au Congo-Brazzaville, mais aussi de quelques aspects de la vie politique du pays. Merci donc d'avoir écouté ce journal. Je vous retrouve la semaine prochaine sur cette antenne. C'était lent, mais nous avions également eu quelques difficultés techniques. Toutes nos excuses donc, pour les problèmes que nous avons eus au début, quand nous avons commencé cette émission au studio. J'espère vous retrouver donc sur cette antenne le week-end prochain. Quant à vous, Adrien, votre antenne est la vôtre. Vous viendrez parler de la CDI ou de toutes les activités que vous avez au niveau de l'opposition quand vous le souhaiterez. Alors, encore une fois, merci et à la prochaine occasion.